Les rebondissements qui créent des liens tout le temps, ça commence à me faire chier. L'histoire se centre sur le père de David, le flashback en tout cas, ça va revenir sur donc, ce qui a été instauré durant 2 épisodes dans la première moitié de la saison 6. Et je vais vous le dire tout de suite, j'ai beaucoup aimé ça, à part la fin, qui m'a fait une grosse douche froide, parce que c'était un candidat pour être un de mes épisodes préférés de toute la série confondue. Et enfin bon, voilà, en flashback, on suit le père de David et James. Donc c'est déjà au début de leur naissance, ils n'ont pas assez d'argent pour les guérir, ils sont malades et s'ils font rien, ils vont finir par mourir tous les deux. Et c'est là que Rumpelstiltskin vient pour proposer le fameux marché du roi George. Et à contre-cœur, leur père finit par accepter ça, malgré les remontrances de sa femme, parce que voilà, c'est soit vous avez 2 enfants morts, soit vous avez un seul enfant. Donc, un petit peu, malheureusement pas trop le choix, et c'est assez bien fait. Et on passe 6 ans plus tard, où il se retrouve dans une taverne à se saouler, parce que c'est très compréhensible qu'on puisse tomber dans ce genre de choses après ce choix très difficile qu'on a dû faire. Donc ça colle parfaitement au personnage. Et puis, dans cette taverne-là, un peu comme par hasard, mais ça j'accepte, il y a le roi George. Il fait la tournée des bars pour annoncer le fait que son fils, le prince James, a été kidnappé, il ne sait plus où il est, et il est prêt à offrir une forte récompense à qui lui donnera des informations pour le retrouver. Et donc ouais, le père, je sais pas comment, est-ce qu'on a dit son nom à un moment donné? J'ai pas souvenir. Toutes mes excuses si on a dit son nom à un moment donné. Mais voilà, le père, moi je l'appelais le père, voilà, même s'il n'est pas religieux ou quoi que ce soit, le père est très inquiet. Et donc se dit ouais, qu'il va essayer d'aider à retrouver James pour pouvoir l'aider, parce qu'il n'a pas pu se ranger à ses côtés quand il était un jeune bébé. Donc il essaye de se rattraper là, et c'est là que David écoute la conversation et que lui il entend juste la partie oui, après ça je ferai de mon mieux pour ne plus me saouler, pour être un bon père, pour arranger notre vie, etc., etc. Donc c'est comme ça qu'il l'interprète. Et voilà, ça fait le lien avec ce que David avait dit avant, dans la saison 4. Et je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit développé à ce point-là, mais c'est développé de façon très intéressante. Dans la saison 4, lorsqu'il le dit à Anna, je trouvais ça... Je trouvais que ça tombait comme un cheveu sur la soupe et que c'était pas très intéressant, mais là vous rebondissez bien là-dessus dans cette saison-là et j'aime beaucoup. Sérieusement, j'aime beaucoup ça. Et il se rend auprès de Rumpelstiltskin en lui disant oui, j'ai besoin de toi pour retrouver mon fils, je veux pas l'abandonner cette fois, je veux tout faire pour qu'il aille bien. Et Rumpel fait genre ok, je ne donne rien sans rien, je veux un de tes cheveux contre l'information et de quoi te rendre à l'endroit où se trouve ton fils. Et donc il accepte, sachant qu'on apprend juste après que c'était juste un faux semblant parce que son cheveu lui servira à rien. C'est juste parce qu'il comprend ce que c'est la détresse d'être père et de se soucier pour son enfant. J'aime bien, enfin vous faites ça. C'est comme si c'est comme si j'ai l'impression depuis l'épisode 11 que vous avez enfin compris que Rumpelstiltskin n'était pas juste un mec qui voit ses intérêts dans tout et tout et qui cherche pas plus loin. C'était bien plus que ça. Il savait comprendre un peu la peine de certaines personnes qui vivaient des choses similaires à lui. J'ai beaucoup aimé ça. Il joue son acte, il joue sa comédie pour bien donner l'impression qu'il ne donne rien sans rien, mais en fin de compte, ce qu'il veut, c'est aider ce père qui est vraiment touché par son fils. J'ai bien aimé ça. C'est comme le passage avec Robin des Bois dans la saison 2, voilà, où il est prêt à le laisser vivre parce qu'il sait qu'il se battait pour sauver son enfant. C'est... Voilà, ce genre de choses que j'aime, quoi. Rumpelstiltskin, même avant, c'était pas juste un sale con qui pensait à ses intérêts et qui faisait le mal simplement parce que c'était automatique pour lui, quoi.
ça fait plaisir de voir que vous repartez là-dessus avec Rumpelstiltskin, c'est vraiment intéressant. Mais voilà, donc on apprend que le prince James s'est retrouvé dans l'île au plaisir de Pinocchio, du film Pinocchio. Hein, c'est intéressant de reprendre cet endroit-là, parce que oui, c'est un endroit intéressant à explorer, même s'ils vont pas l'explorer beaucoup, mais c'est intéressant à reprendre ça. Et puis c'est une franchise qui était déjà inclus là-dedans, donc cool. Il y a un petit moment où on le tente avec un verre de bière et il refuse. Ça montre un petit peu sa résolution à vouloir passer à autre chose. C'est le petit détail de pas grand chose, mais c'est bien de montrer ça, quoi. Ça montre un petit peu la psyché du personnage. Étant donné qu'il apparaît qu'un seul épisode, ben, vous l'avez super bien réussi en termes de psyché dans la mise en scène. Et donc, en cherchant son fils, il finit par tomber sur Pinocchio. Ok, alors là, c'est le petit truc par rapport à ça qui me gêne un chouïa. C'est-à-dire que Pinocchio, il est censé être devenu un enfant au moment où David et Blanche-Neige sont adultes. Voilà, c'est pour ça qu'au moment de la malédiction, eh ben, il est encore un enfant et que Blanche-Neige et David sont adultes, sont prêts à avoir leur enfant et tout et tout. Donc le fait que vous me disiez que le Pinocchio se trouve à l'île des plaisirs, ça revient à dire qu'en fait, que après ce moment-là, il s'est passé un nombre conséquent d'années, et pas de jours ou quoi que ce soit, de plusieurs années, une bonne dizaine, fastoche, durant lesquelles il est resté une marionnette de bois et avant que la fée bleue le transforme en petit garçon, quoi. C'est un petit peu bizarre. Alors, c'est pas impossible sur le coup, hein. C'est pas incohérent avec ce qui est montré, mais c'est juste ouais, un petit peu bizarre maintenant quand j'y pense. Mais voilà, il tombe sur Pinocchio, qui il joue un peu sur son shtick, comme quoi dès qu'il ment son nez s'allonge, c'était sympathique à faire. D'ailleurs, au passage, par rapport aux images de synthèse de la première saison, je trouvais bien mieux réussi Pinocchio là. Ouais, Pinocchio à marionnette en bois, je trouvais bien mieux réussi. Ouais, bien fichu, je trouvais. Et donc, grâce à Pinocchio, il retrouve son fils James. Un peu rapidement, il le convainc de laisser tomber cet endroit parce que oui, James n'aime pas la voie que son faux père, le roi George, a prévue pour lui. Donc ça colle un petit peu avec le fait qu'il aura ce ressentiment envers David, et c'est pour ça que j'ai pas aimé la façon dont il a été fini à la fin. Honnêtement, je trouve sérieusement qu'avec le passé de James, il y avait moyen de créer une connexion très particulière avec David, et ils ont foiré ça. C'est vraiment dommage dans la saison 5. Mais ouais, donc il le convainc assez vite que c'est son père, c'est bon, t'as pas à vivre avec le roi, tu pourras vivre avec moi et pas subir ce destin-là. Mais en partant, il tombe sur le roi George qui a obtenu l'information de je ne sais qui, mais bon, il savait que ça se trouvait à cet endroit-là et il accepte pas de rendre son enfant et le roi George décide de le prendre par la force et de le faire tuer en maquillant ça en accident. Et c'est ainsi que ça se termine, enfin ça devrait se terminer, où les hommes du roi George mettent en scène son accident en faisant croire qu'il était ivre. Voilà, ça colle très bien avec ce qui a été instauré avant et je trouvais que c'était très fort, quoi. Cette histoire d'un père qui voulait se rattraper auprès du fils qu'il n'a pas pu sauver, qu'il a été obligé de lâcher, c'était très touchant. C'était vraiment très touchant. Et le petit drame par rapport au prince James qui va être obligé de subir cette influence du méchant roi George, c'était très bien foutu. Et dans le présent, alors qu'on se réjouit un petit peu de la victoire sur Gideon, il y a David qui commence à être hanté par le fantôme de son père. C'est pas exactement ce que ça veut dire, ça. Il y a son père qui apparaît qui est une apparition fantomatique, qui lui apparaît devant lui, et je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est lui qui se l'imagine? Est-ce que c'est son esprit qui est un tout petit peu collé à cette espèce de pièce de cuivre? Je sais pas trop, c'est bizarre. C'est un petit peu bizarre. Oui, parce que la pièce de cuivre qui a été trouvée sur son père, qui représente un lien fort entre eux, c'est valeur symbolique, tout ça, hein, c'est un petit peu important ça. Cela étant, c'est ça qu'il force à être un petit peu bougon, hein, pour employer un euphémisme, et être assez vache envers Kylian par rapport à son passé et tout, parce que à nouveau, hein, il est sur les nerfs et tout ça. C'est alors que Kylian décide de voir un petit peu comment... de s'adresser à Dr. Hopper, c'est sympa de le voir, je le redis, je trouve que dans cette saison 6, vous gérez bien mieux votre casting des seconds rôles.
on donne l'impression qu'ils jouent qu'ils jouent un rôle, quoi. Qu'ils sont pas là juste pour faire tapisserie, qui ont leur petite interférence qui sert pas à rien. Voilà, donc c'est cool, hein, continuez comme ça. Hein. Une chose que vous réussissez très bien dans cette saison 6 par rapport aux deux précédentes. Hein. Ça c'est clair. Donc oui, il lui dit qu'il est prêt à accepter, à demander Emma en mariage, mais qu'il a peur que David ne soit pas d'accord, parce qu'il est assez vieux jeu. D'ailleurs, on se marrera un petit peu là-dessus. Voilà. T'es un peu vieux jeu de vouloir que je te donne ma bénédiction pour épouser ma fille. Ça fait un peu has-been. Il s'en met un peu, c'est très marrant ça. Et alors qu'il s'apprête à essayer à parler à David pour essayer d'entrer dans le vif du sujet, il est un peu pris dans son plan de retrouver le tueur de son père. Parce que voilà, ça le hante et tout et tout. Et donc il décide de piquer des objets magiques à Emma. Ça crée une espèce de moment de tension. Et au bout d'un certain temps, il finit par découvrir, grâce à un sort, que le dernier endroit où s'était retrouvé avant d'être tué, c'était l'île au plaisir. Donc il se doute que Pinocchio avait un lien, et grâce à Pinocchio, il finit par découvrir toute la vérité sur l'histoire, que c'est très certainement le roi Georges qui a mis ça en place, et qui a fait en sorte de récupérer son fils, et qui a fait tuer son père. Ça le met dans une colère monstre et il décide de foncer à la prison pour le buter, malgré le fait que Kylian essaye de l'en empêcher, ce qui amène un gros moment de colère où il se lâche. Il est vraiment à deux doigts de tuer le roi Georges. C'est d'autant plus prenant que ouais, c'est quelqu'un qui lui a pourri sa vie, mais du début à la fin, quoi. C'est du début à la fin, et ça c'est encore la cerise sur le gâteau, quoi. En plus d'avoir pourri sa vie, d'avoir gâché son bonheur avec Blanche-Neige à plusieurs reprises, en plus de ça, maintenant c'est lui qui est responsable de la mort de son père. Et contrairement à un lien qu'on verra en fin d'épisode, c'est un lien qui a du sens, parce que depuis le début, il est lié au roi Georges à cause de James et de ce que James était censé représenter pour le roi Georges. C'est tout à fait normal qu'il y ait ces liens entre eux qui se créent. Vous voyez, ça c'est une bonne façon de créer des liens et de nouveaux rebondissements autour de personnages. Et c'est ce qu'il faut faire par rapport à ça, et pas ce que vous faites à la fin de l'épisode. Donc oui, il y a toute cette colère qui surgit. Il y a Kylian qui arrive à la dernière seconde pour l'empêcher de le tuer. Et c'est là qu'il se déverse complètement, James, par rapport à toutes ses craintes. Le fait que, ouais, il peut plus être avec la femme qu'il aime. Le fait qu'il a peur pour sa fille parce que Gideon pourrait revenir à tout moment pour essayer de la tuer. Et en plus, il y a ça qui lui revient à la gueule. C'est vraiment tout ce truc où il se dit... J'ai essayé d'être bon toute ma vie, il m'arrive que des merdes. Et il voit ça avec son père qui a essayé d'être bon toute sa vie, et il lui arrive que des merdes. C'est un moment très fort, sérieusement, c'est très émouvant autour de David, que j'ai vraiment énormément aimé. Sérieusement, un très bon moment. Et il y a Kylian qui arrive à le calmer en lui disant que c'est pas comme ça qu'il arrivera à rendre son père fier, et que ce n'est pas de cette façon-là qu'il se sentira mieux. Grâce à Kylian, il arrive à se sentir, à se calmer, à renoncer à son plan de vengeance, à se sentir un peu plus en paix avec la mort de son père en sachant tout ça. Et ça fortifie le lien entre ces deux-là, du fait que à la fin, David est complètement pour qu'il épouse sa fille, et c'est très bien entre eux. Je trouve que ce duo fonctionne génialement. On peut trouver que David va trop loin par moment, mais c'est vraiment un effet ras-le-bol. Ça aurait été encore plus fort si vous l'aviez un peu plus instauré, c'est-à-dire que le coup de la pièce en cuivre, il a été instauré avant, mais entre les épisodes où ça a été instauré et cet épisode-là, il n'y a rien eu, on n'a pas vraiment développé ça. Ça aurait été cool de montrer 2-3 petits passages, même de 10 secondes, quoi, où on montrait que ça pesait sur David. Ça aurait été encore plus cool, je trouve. Cela étant, ça reste vachement fort, et j'ai énormément apprécié ça, et c'était un très bon moment autour de David. Le lien entre David et Kylian était très bien fait ici. Gros problème, c'est que ça ne s'arrête pas tout à fait là. Voilà, comme je l'ai dit, c'est un épisode, j'aurais pu le considérer comme un des meilleurs de la série, tout confondu, s'il n'y avait pas eu la révélation de fin. La révélation de fin, c'est que Pinocchio se rend
auprès de Killian en lui disant j'ai retrouvé les pages sur oui, j'avais viré des pages du livre, ça a jamais été vraiment dit, mais bon, j'ai viré des pages du bouquin avant sur mon passé dans l'île au plaisir. Je pense que ça pourrait plaire à David si tu les lui donnais. Et en découvrant ces pages, il découvre le visage du père de David. Et c'est là que ça lui revient en mémoire que la personne qui a tué le père de David, ce ne sont pas les hommes du roi George, mais lui. Parce que voilà, comme par hasard, bon, ils essayent de justifier un petit peu ça, dire que c'est un peu contingent au pays imaginaire, c'est un petit peu contingent au pays imaginaire, ouais, si vous le dites, merde. Et, ouais, et donc, comme c'est un peu contingent au pays imaginaire, comme par hasard, il s'est retrouvé dans le coin. Il s'est attaqué aux hommes du roi George parce que ben, c'est une carriole qui avait du fric. Non, genre, pas du tout, quoi. Il n'y a pas d'argent dans cette. C'est un truc où vous deviez faire un accident, quoi. Vous deviez faire un accident, il n'y a pas besoin de mettre du fric dedans ou quoi que ce soit. Ils n'avaient pas de fric sur eux, c'était juste des simples soldats. Ou alors, ils ont pris la récompense du roi George direct. C'est-à-dire que avant même d'avoir fait ça, le roi George leur a donné leur récompense. C'est très con de ta part, hein. Donc ouais, j'ai pas compris ça, pourquoi ils s'attaquaient particulièrement à eux juste pour ça, alors qu'ils devraient pas avoir de fric. Et ils décident, malgré le fait que le père de James et David a dit non, mais moi j'aime pas le roi George, je vous promets, je dirai rien, de le tuer quand même. Voilà, c'est un tueur de sang-froid maintenant, le Killian Jones. Il sait que c'est un type qui a rien fait. Killian Jones vogue dans le pays imaginaire à ce moment-là. Nous sommes d'accord, hein. Il vogue au pays imaginaire, il vieillit pas, il n'en a pas grand-chose à foutre de ce que lui fera le roi George. D'ailleurs, honnêtement, j'y pense, quoi. C'est censé être un peu contingent au pays imaginaire, mais il y a quand même besoin d'un haricot magique, d'un truc pour passer du pays de la forêt enchantée au pays imaginaire, merde. Il y a un portail quelconque là, c'est vous expliquer ça, merde. C'est censé se passer dans la forêt enchantée, hein. L'île au plaisir se trouve dans la forêt, enfin dans le monde de la forêt enchantée, pas dans le monde du pays imaginaire, merde. Attends, quoi, il a peur que le roi George le retrace si on lui redit ça. Qu'est-ce que t'en as à foutre, merde? Sérieusement? Putain. C'est tellement forcé pour créer cette espèce de rebondissement de fin. Oh mon Dieu, Killian se sent pas bien parce que quand il était maléfique, alors qu'il n'a jamais été purement maléfique, il a été pris par sa vengeance, c'était pas quelqu'un qui tuait des gens juste pour les tuer, quoi, merde. Putain. Et donc, pendant qu'il a fait ça, il a tué un homme sans savoir qui c'était, et il s'avère que c'est le père de David, et il se sent super mal pour ça, et ça va créer une espèce de drame, tout ça, merde. Il n'y avait pas besoin de faire ça, il n'y avait pas besoin de forcer ce lien de presque nulle part pour créer du drame superflu en plus, merde. Putain, vous avez fait un super développement autour des deux personnages, vous foutez ça en l'air à la toute fin. Ça fait chier là, ça fait vraiment chier. Fouh. Putain de merde quoi, à 3 minutes de la fin, je me suis dit punaise, ça repart sur les chapeaux de roue, c'est génial quoi, ça refait des trucs comme ça va être de la balle cette deuxième moitié de saison et... Bon, je vais pas dire que ça devient nul. C'est-à-dire pas nul, c'est pas un mauvais épisode, hein, ça reste très fort, les moments entre Killian et David et tout ce passé tragique par rapport à son père et lui qui est pris dans cet effet ras-le-bol et qui succombe presque à sa rage, c'est très fort, mais ça, ça laisse un mauvais arrière-goût, ça. C'est un très mauvais arrière-goût. Très dommage. Bon, pour terminer, on va parler de la sous-intrigue autour de Regina et du nouveau Robin des Bois. Alors, je pensais que ça allait partir sur un truc un peu délicat parce que voilà, c'est pas son Robin des Bois, mais on pouvait créer un espèce de nouveau lien, mais ils ont parti sur autre chose et je suis un petit peu... c'est comme pour l'épisode précédent, je suis un petit peu coussi coussa quoi. C'est-à-dire que, ouais,
dans un sens, c'est pas si mal de partir sur autre chose que, elle a retrouvé le grand amour et tout s'arrange, il est un petit peu louche, ce nouveau Robin des Bois, et pourquoi pas, mais dans un sens, je trouve que le sort s'acharne un petit peu trop sur Grégina. Je sais que ça fait bizarre pour ma part de dire ça, alors que dans les premières saisons, je me suis dit, ouais, elle mérite des tonnes de crasse lui arrivent, mais il y a un moment donné, quoi, ça renvoie le message quand elle essaye de faire le bien, ça lui revient tout le temps à la gueule. Je... C'est extraordinaire, mais elle essaye de faire le bien, ça lui revient tout le temps à la gueule, il y a toujours des trucs qui reviennent à la gueule. Quand elle faisait le mal, ça a pris beaucoup de temps pour lui revenir à la gueule quand même, hein, pour qu'elle soit déjouée. En fait, techniquement, c'est faire le mal en la manipulant pour qu'elle tue Cora qui a aidé et qui a aidé à arranger les choses. Dans un sens, ça envoie un message très moyen, je trouve. Parce que voilà quoi. Voilà ce qui se passe avec Robin des Bois. Robin des Bois a du mal à s'habituer à ce nouveau monde. Il est très revanchard aussi parce que voilà, il a une dent contre le shérif de Nottingham qui est toujours présent dans ce monde et il essaye de le buter, mais Regina dit non, 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 faut pas faire ça, faut pas faire ça. Et elle essaye de le calmer en lui disant qu'il a un fils, une fille ici et. Ouais, non. Ah oui, au fait, il y a Selena qui apparaît rapidement. Et tu lui as parlé de notre fille? Non, pas encore. Tu vas forcément lui en parler d'un de ces quatre. Non, c'est pas obligé déjà. D'ailleurs, techniquement, c'est pas sa fille. C'est un autre Robin des Bois, mais merde. Et de toute façon, que ce soit bien clair, il n'approche pas. Hein. Voilà, c'était mon apparition. Au revoir. Voilà, donc. Voilà, c'était très. Super, Selena. Et donc, ouais, alors qu'elle pense l'avoir calmé et tout. Elle l'embrasse, il y a un petit baiser qui se crée entre eux, et Regina ne ressent rien. Et donc elle se dit, ah non, c'est pas mon Robin des Bois, j'ai fait une grosse erreur, c'est ma faute, donc qu'est-ce qu'il veut ce Robin? Chose que je dis sans le surveiller, c'est-à-dire j'ai des doutes sur lui, mais j'essaye pas de faire un sort de localisation, ou j'essaye de le traquer, enfin de le pister d'une façon ou d'une autre par magie, non, 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 je vais quand même le laisser dans son coin, en ayant des doutes forts sur lui. C'est bien. Et donc, ouais, voilà, c'est pas inintéressant de créer une espèce de nouveau Robin qui diffère du premier. Mais voilà, ça veut dire que le fait qu'il est jeune, le fait qu'il a pu passer dans notre monde, ça n'a aucune signification. D'ailleurs, Blanche-Neige le dit, quoi. Elle a une conversation avec Regina, elle dit, oui, ça n'a aucune signification. Donc, ça ôte un petit peu de sens au sens qu'il voulait donner justement au fait que Robin des Bois existe, soit jeune, hein, ne soit pas aussi vieux que les autres. C'est un petit peu bizarre, quoi. Alors, peut-être qu'ils donneront une explication, je serai pas contre, vraiment pas contre, mais c'est un petit peu bizarre. Et donc, ça se termine, cette sous-intrigue, avec Robin qui se rend dans la cave de Regina qu'il n'a pas protégée parce que pourquoi faire gaffe à ce genre de truc, merde? Sérieusement, tu sais que t'as un type dont t'es pas sûr, qui est dans le coin, tu te dis ouais, je vais lui faire confiance, j'ai pas à protéger ma cave comme je l'ai déjà fait quand il y avait des personnes suspectes. Non, 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 je suis un petit peu coconne, et donc Robin des Bois se rend à la cave et lui pique une espèce de boîte qui contient un sort. Alors je sais pas, est-ce qu'on a déjà vu cette boîte là, j'en sais rien, mais c'est un sort dangereux, tout ça, et qu'est-ce qu'il va en faire, et tout, suspense. Ouais, cette sous-intrigue était, comme j'ai dit, je suis un petit peu dubitatif, un peu perplexe, mais dans un sens, j'aime le concept d'un Robin des Bois maléfique, entre guillemets, d'un Robin des Bois beaucoup qui diffère de ce qu'on a eu parce qu'il n'a pas du tout connu la même vie que l'autre. Et c'est juste que par rapport à ce que ça signifie, c'est très discutable sur pas mal de points. Ça reste un bon épisode, grandement par rapport à tout l'arc autour du père de David et toute cette espèce d'effet ras-le-bol qu'il a mis en place, ce lien qu'il a créé avec Killian qui s'est renforcé. C'est gâché légèrement par la fin, mais pas complètement. Et donc, ouais, c'était quand même très fort à ce niveau-là. Mais voilà, moi qui pensais que ça allait être un épisode génial, ça reste un épisode seulement bon parce que voilà, la fin me gave. Voilà, la fin me gave. J'espère que ce sera pas
J'espère que ça me gonflera pas trop la façon dont ça se réglera, cette espèce de rebondissement. Et on verra bien par la suite. À bientôt pour l'épisode 13. Ciao!